C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé avec Capstan. Je me présente, donc je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et je vais laisser Fabrice et Coralie se présenter. Coralie, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel pour aborder les actualités législatives et jurisprudentielles. Alors, je suis Coralie Elletti du cabinet Capstan. Nous, on est rattachés avec Fabrice au bureau de Marseille, même si on a au total 11 implantations en France. Nous sommes toujours basés à Marseille. En 3 mots, que fait le cabinet? On conseille, on défend et on forme au quotidien nos clients qui sont basés partout en France. Alors, Fabrice Carava, avocat associé, comme l'a dit Coralie, au cabinet Capstan, au bureau de Marseille. Donc, Capstan, en 2 mots, c'est un cabinet, comme l'a dit Coralie, réparti partout en France, qui ne fait que du droit du travail, en conseil et en défense des entreprises, et tout le droit du travail à 360 degrés, ce qui nous permet d'avoir une vision tout à fait opérationnelle et d'en nourrir nos conseils. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Juste pour un petit rappel, même si la plupart d'entre nous dans l'audience, on se connaît, mais voilà, QuickMS, donc on est un éditeur de logiciels RH et on a pour mission d'être votre meilleur assistant RH que vous ayez jamais eu. Et on a 2 logiciels. Le premier logiciel, c'est Graphique, qui fait du reporting RH et qui permet notamment d'automatiser votre BDESE, et Crew, qui permet de digitaliser notamment les entretiens professionnels de vos collaborateurs. Et voilà pour nous. Juste des petites règles du jeu, même si je sais que vous avez l'habitude. En bas à droite, il y a le chat, donc n'hésitez pas à faire remonter des remarques, etc. Si vous avez des questions, comme il y a beaucoup d'inscrits à ce webinaire, je vous incite à utiliser l'onglet questions qui est en bas à droite, juste à côté du chat, pour faire remonter vos questions. Et voilà, et on va pouvoir commencer. Je vais partager le PowerPoint. Je vous laisserai me dire si vous voyez bien le document. Alors, il est là, il arrive. Il n'est pas dans le bon ordre. Et voilà, c'est parti. Voilà, alors je te laisse mettre en place le premier arrêt et puis c'est moi qui vais commencer. Voilà, il est là. Cet arrêt du 1er mars 2023 qui, à mon sens, est un arrêt qui va impacter pas mal les entreprises. En tout cas, les entreprises, je vais m'expliquer, qui ont des salariés qu'on appelle itinérants, puisque cet arrêt impacte directement la manière dont on va apprécier certains temps, en particulier donc les temps de déplacement, qui peuvent être, j'y viens, considérés comme des temps de travail effectifs, là où ils ne le sont pas forcément aujourd'hui, ce qui peut évidemment bouleverser la paye du salarié considéré, plus généralement l'organisation de l'entreprise, puisque si on transforme en temps de travail effectif certains temps qui n'étaient pas jusqu'à présent, cela a évidemment un impact majeur. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans cet arrêt, le débat tournait autour de la qualification de temps de déplacement. Est-ce qu'il s'agit de temps de travail effectif ou pas ? Alors, la Cour de cassation va prendre une position qui, comme je le dis, à mon sens, bouleverse quand même les choses, en partant des dispositions du Code du travail. J'en profite donc pour vous les rappeler. Il y a dans le Code du travail des dispositions légales qui nous définissent comment on traite le temps de déplacement. Le temps de déplacement, domicile, lieu de travail, et inversement, lieu de travail, domicile. Donc, d'après les dispositions légales, par principe, ce temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif. Il n'est pas du temps de travail effectif, sauf si il dépasse un temps que le Code du travail qualifie d'habituel, ce qui en soi d'ailleurs pose pas mal de débats devant le juge, puisque ça n'est pas défini par le Code, auquel cas il doit y avoir une contrepartie qui est fixée dans l'entreprise à ce temps de travail. Mais cependant, par principe, ça n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. C'est là où il y a l'interrogation posée devant la Cour de cassation pour un salarié donc itinérant dont le métier même, les tâches de travail, il faisait de la maintenance, c'est un technicien de maintenance, faisait qu'en fait,
il n'était qu'en déplacement vers des lieux de travail qui sont les sites des clients. Donc la question était, est-ce que dans ce type de situation, les temps de déplacement domicile-lieu de travail restent des temps qui ne sont pas des temps de travail effectifs? Alors la Cour de cassation rappelle les dispositions légales que je viens d'évoquer, qui par principe disent que ça n'est pas du temps de travail effectif, mais elle rappelle aussi l'article que je qualifierais de général qui définit le temps de travail effectif. La logique de la loi est qu'un salarié est en temps de travail effectif si il est sous la subordination de l'employeur et qu'il ne peut pas s'occuper de ses affaires personnelles. Bon. Partant de ces diverses règles légales, la Cour de cassation synthétise en sanctionnant les juges du fond, et il en ressort finalement que notre salarié itinérant, pour ses déplacements domicile-lieu de travail et inversement, peut être en temps de travail effectif, parce que en combinant les textes et en s'appuyant notamment sur la définition générale du temps de travail effectif, la Cour de cassation, dans cette affaire, constate finalement que pendant ces déplacements, même si ce sont des déplacements domicile-lieu de travail, eh bien, le salarié était dans une situation où il était, dans le cadre de la subordination avec l'employeur, il était à la disposition de l'employeur, il devait se conformer à ses directives et ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles, notamment parce que, par exemple, c'est un point qui est noté dans cette affaire, il transportait les pièces détachées, donc en fait il était véritablement déjà en travail, et d'ailleurs ses déplacements étaient prévus par un planning prévisionnel, donc on était vraiment dans un temps où il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles et où il était déjà à la disposition de l'employeur. Et donc la Cour de cassation dit, dans ce cadre-là, ça va être du temps de travail effectif. Donc, pourquoi je dis que cet arrêt, à mon avis, va avoir un fort impact? Parce que la règle légale, elle n'est pas supprimée en elle-même. Les temps de déplacement domicile-lieu de travail sont par principe des temps qui ne sont pas des temps de travail effectifs. La règle, elle est dans le Code du travail. Cependant, ce qu'introduit cet arrêt, c'est que ça peut en être. Ça peut en être si la situation de fait souligne que ça en est parce que ça va répondre à la définition générale du temps de travail effectif, c'est-à-dire si les conditions font que le salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles et surtout est déjà à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, ce qui a été relevé dans cet arrêt, donc on dit c'est du temps de travail effectif. Donc attention, il y a cette subtilité qui introduit donc une incertitude juridique, là où on avait plutôt une certitude juridique. Donc faites attention à vos organisations, en particulier pour les salariés qu'on peut appeler itinérants, c'est-à-dire qui ne font que se déplacer. Il est fort à parier que vous soyez dans une situation qui pourrait donner lieu à ce type d'appréciation, où donc on va considérer ce temps de déplacement par exception finalement à la règle légale, comme des temps de travail effectifs parce qu'ils en rempliraient les conditions. Donc voilà, c'est un apport à mon avis important qui mérite que vous vous demandiez dans vos entreprises si vous ne risquez pas de tomber dans ce type de situation qui a évidemment des conséquences lourdes en rappel de salaire, ça peut amener à créer des heures supplémentaires, à dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires, etc., etc., etc. Donc voilà pour cet arrêt du 1er mars 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt? Il y en a une. Pour une situation concrète où un collaborateur en situation de déplacement toute la semaine, entre parenthèses, départ le lundi matin de son domicile et se rend directement sur le chantier, le temps de trajet est comptabilisé en temps de travail et même le trajet du soir où il va se rendre à l'hôtel pour loger? Alors, honnêtement, la réponse n'est pas évidente. Logiquement, je devrais répondre non, ça n'est pas du temps de travail effectif. De manière certaine, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que nous dit le Code du travail. Cependant, même si ça n'est pas du temps de travail, attention, quand ça dépasse un temps habituel, ça doit donner quand même lieu à des contreparties, financières ou en repos prévues dans l'entreprise. La loi ne dit pas lesquelles précisément, mais il doit y en avoir. Donc, c'est quand même pas un temps normal, je dirais. Il faut quand même avoir un traitement. Mais c'est vrai que l'arrêt dont on vient de parler introduit, à mon sens, une discussion. Alors, dans ce cas précis, je pense qu'on peut dire néanmoins que ça ne serait pas du temps de travail effectif si c'est un déplacement exceptionnel
et si vraiment, pendant ce temps de déplacement, il ne fait que se déplacer. Il en irait différemment si ça pouvait être qualifié de temps de travail, parce qu'on va déduire qu'il était déjà sous la subordination de l'employeur. Donc concrètement, vous voyez, dans l'exemple de l'arrêt, il transportait des pièces détachées, donc on considérait finalement qu'il fournissait déjà un travail. Donc dans ce cas précis, si vraiment ce n'est qu'un déplacement et qu'il est exceptionnel, a priori, on en resterait, je pense, au principe légal. Mais c'est vrai que, donc pas du temps de travail effectif, mais une contrepartie. Mais c'est vrai que l'arrêt introduit, à mon sens, une possibilité de discussion maintenant. Okay. Au cas par cas. Il y a 2 autres questions et après on passera à l'autre arrêt, on les reprendra plus tard si vous le voulez. Mais quand la CCN prévoit une règle sur le temps de déplacement, peut-on considérer que dans la limite des 45 minutes, ce ne pourra pas être sur temps de travail effectif? Je pense qu'il faudra appliquer, alors je dis comme ça parce que l'arrêt est récent et on n'a pas encore de rebondissement et de recul voilà, sur cet arrêt. Je pense que ça va être vraiment une analyse au cas par cas et je pense que les dispositions conventionnelles devront s'analyser avec la même logique. C'est-à-dire que dans cet arrêt, la Cour de cassation, elle tient compte des dispositions légales qui disent « ça n'est pas du temps de travail effectif par principe ». Mais elle dit « selon les cas, si on remplit néanmoins l'autre définition légale qui est dans un autre article du temps de travail effectif, eh bien ça va en être ». Je pense qu'il va falloir lire les dispositions légales conventionnelles de la même manière. C'est-à-dire les dispositions conventionnelles ne sont finalement qu'une application, qu'une traduction des dispositions légales en disant nous on estime que 45 minutes, ce n'est pas du temps de travail effectif, c'est un temps habituel. Mais ça n'est qu'une traduction finalement du principe légal. Oui, sauf que si dans un cas particulier, alors pourtant que ça ne fait pas 45 minutes, il n'en demeure pas moins qu'il ressort des circonstances que le salarié fait un véritable travail pendant ce temps de déplacement, alors on retombera à la même logique que cet arrêt, ça sera du temps de travail effectif. Donc je pense que l'arrêt conventionnel peut être un appui dans le raisonnement, mais à mon sens, ça n'est pas une protection absolue. Il faut plutôt avoir une autre grille de lecture, c'est de se dire, bon, par principe, ce n'est pas du temps de travail effectif, ce déplacement, mais ça peut en être si je remplis les conditions légales du temps de travail effectif. Donc, indépendamment des dispositions conventionnelles et de ce type de durée qu'on peut retrouver dans effectivement certaines conventions, je pense qu'il faut en revenir à cette grille de lecture. Néanmoins, est-ce que le salarié n'est pas à ma disposition pendant ce temps-là? Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de travailler? Est-ce qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles? Et si par contre on dit non, il doit se conformer à mes directives, il est à ma disposition, alors il y a un risque de requalification, à mon avis, en temps de travail effectif, nonobstant les dispositions conventionnelles. Ok. Donc voilà, ça crée une incertitude parce que ça génère une nécessité d'une analyse au cas par cas. Ok, parfait. Merci Fabrice. Isabelle, je garde votre question pour la fin et on y reviendra si on a le temps, comme ça on peut traiter les autres éléments. Alors, deuxième slide, effectivement, là, on a décidé d'évoquer le projet de décret qui concerne les modalités d'application, vous savez, par rapport à la mesure phare de la loi fonctionnement du marché au travail, l'abandon de poste qui vaut démission. Depuis le 23 décembre 2022, l'article L1237-1-1 a été revu pour intégrer effectivement ces éléments-là, puisque, pour rappel, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier soit de son absence ou sinon de reprendre son poste par le moyen de la transmission d'une lettre recommandée ou d'une lettre remise en main propre, eh bien, ce salarié est présumé avoir démissionné de ses fonctions à l'expiration du délai qu'aura laissé l'employeur. Alors, on a évoqué effectivement le projet de décret sans savoir finalement à quelle date il entrerait en application. Simplement, il nous fixe un peu plus sur la procédure à mettre en œuvre en matière de présomption de démission, puisqu'il rappelle tout d'abord que les publics concernés concernent uniquement les salariés et employeurs de droit privé. Deuxième point, au niveau de la procédure, le projet de décret fixe à 15 jours calendaires le délai minimal de réponse donné au salarié pour reprendre son poste après notification de la mise en demeure par l'employeur.
Et dernier point précisé par le projet de décret, c'est que le délai de 15 jours calendaires commence à courir à compter de la première présentation de la mise en demeure. Donc, par habitude, en pratique, lorsque les salariés, on est confronté au fait que le salarié n'aille pas récupérer le pli recommandé, ben, nous, on conseille toujours de doubler cet envoi à l'RAR par une lettre simple. Donc, c'était les petites précisions apportées par ce projet qui n'est pas encore, on n'a pas encore visibilité sur sa date d'application, mais en tout cas, petit à petit, la procédure de mise en œuvre de la présomption de démission s'affine. Donc, on ne manquera pas d'attirer votre attention lorsqu'on aura plus de précision. Voilà. Je ne pense pas qu'à ce stade, il y ait des questions. Non, pas du tout. Il n'y a pas de questions. Alors, je pense qu'on peut passer au décret suivant. Alors, c'est Fabrice. Voilà, j'avais oublié de remettre mon micro. Donc, je reprends la parole, micro ouvert, pour vous parler de cet arrêt du 15 février 2023, parce qu'il y a eu l'occasion de rappeler certains principes qui s'appliquent d'ailleurs autant pour des salariés protégés que non protégés. Je dis cela comme ça parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'un salarié protégé. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans cette affaire, je la synthétise au maximum, il y avait eu de multiples rebondissements. Une entreprise a sollicité le licenciement d'un salarié protégé qui était, je crois, membre de la délégation unique du personnel. Ce serait un membre du CSE aujourd'hui. Ce licenciement lui a été refusé et l'employeur a revu sa copie. Et finalement, dans cette affaire, est arrivé à vouloir sanctionner le salarié par une mutation disciplinaire. Concrètement, on le mutait sur un autre site de travail. Le salarié protégé, évidemment, a contesté et le débat arrive devant la Cour de cassation. Alors, l'analyse de la Cour, elle n'est pas en soi du tout nouvelle, mais elle nous permet aujourd'hui de vous faire un rappel là-dessus. Elle rappelle un point important, parce que dans cette affaire, un des arguments de l'employeur tournait autour du fait que le salarié protégé, même s'il le contestait judiciairement, pour autant, avait appliqué la mesure de mutation. Concrètement, cette mutation avait pris effet, il était allé travailler sur cet autre site et il exécutait son travail normalement. Et donc, l'employeur essayait d'en tirer argument en disant finalement, ça a été accepté et il n'en subit aucun préjudice. Cet argumentaire est balayé par la Cour de cassation qui rappelle un principe qui est de nous dire aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail. L'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement de ses conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail. Donc, point important, même s'il y a, je dirais, une acceptation de fait, je veux dire ça comme ça, ce n'est pas une acceptation. Donc la Cour de cassation le rappelle fortement, ça n'est pas nouveau comme raisonnement. La poursuite du contrat de travail ne signifie pas qu'un salarié a accepté une modification de son contrat de travail ou, pour un salarié protégé, un simple changement de ses conditions de travail. Alors, sur ces deux notions, je m'arrête 2 secondes, parce que la particularité pour un salarié protégé, elle est face à cette dichotomie. On fait une différence entre modification du contrat de travail. Certains éléments ne peuvent pas être modifiés sans l'accord du salarié, protégé ou pas. Ce sont les modifications du contrat de travail. On va parler par exemple des fonctions, de la rémunération. Ce sont des éléments de modification du contrat de travail si on touche à ces sujets. Et pour d'autres sujets qui ne seraient pas contractualisés ou qui ne relèveraient pas d'éléments que la Cour de cassation considère comme par nature contractuelle, comme les fonctions par exemple, que je viens de citer, on va parler de changement des conditions de travail. Pour un salarié lambda, l'employeur peut l'imposer. Pour un salarié protégé, il ne peut pas l'imposer. Il ne peut pas imposer même des simples changements de conditions de travail. Donc, cette différence est faite par la Cour de cassation, mais tout en rappelant le point important de l'arrêt, il n'y a finalement qu'une acceptation expresse qui vaut. Toute absence de protestation ou poursuite du travail par l'intéressé ne vaut pas acceptation. J'étire un peu, je dirais, cette logique-là. C'est pour ça que je viens de parler de la différence entre modification du contrat de travail et changement des conditions de travail, qui est une différence entre un salarié protégé et non protégé. Pour un salarié non protégé,
on ne peut pas lui imposer une modification du contrat de travail, on peut lui imposer un simple changement des conditions de travail. Mais si on se trouve dans une modification du contrat de travail, par exemple donc on veut changer ses fonctions, c'est la même logique qui s'applique, c'est-à-dire une poursuite de l'exécution du contrat de travail, même en acceptant de fait, je dirais, le changement, ne vaut pas une acceptation. Donc, salarié protégé ou non protégé, cette même logique s'appliquera. La grande différence, c'est que pour un salarié protégé, ça vaut aussi même pour les simples changements des conditions de travail. Mais donc, finalement, en synthèse, pas d'acceptation tacite. Voilà ce qu'on peut retirer de cet arrêt du 15 février 2023. Donc, faites attention quand vous voulez faire des modifications d'organisation dans vos entreprises. Posez-vous la question, est-ce que je peux l'imposer ou pas? Et surtout, ne tirez pas comme conséquence d'une acceptation donc tacite qu'il y a acceptation valable. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt? Alors, il y avait une question de Magali qui demandait si cela concernait tous les salariés ou que les salariés protégés, mais tu viens de répondre, ça concerne... Voilà, il y a des différences, mais il y a une logique qui peut être commune pour les modifications de contrat de travail en tout cas. C'est ça. Et quand tu dis express, ça veut dire que c'est écrit et signé? Alors oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Je ne rentre pas dans les détails et les subtilités qu'on pourrait évoquer sur le caractère écrit, mais je vais répondre oui parce que c'est une question de preuve. Donc si vous n'avez pas un écrit, vous allez avoir du mal à prouver une acceptation express, puisqu'on vient justement de dire qu'une acceptation par les faits, c'est-à-dire je continue à exécuter mon contrat, n'en est pas une. Donc oui, il faut un écrit. Ok. On prend la dernière question. Un salarié qui passerait en télétravail, est-ce un changement des conditions de travail, une modification de contrat? Faut-il un avenant au contrat? Alors, il est préférable effectivement de formaliser un accord. Ça n'est pas forcément un avenant, mais un accord écrit. Ça peut être un échange de lettres. Et ce, même lorsque dans l'entreprise a été mis en place le télétravail par accord d'entreprise ou par charte. On va traduire, je dirais, l'acceptation du salarié et l'accord du salarié sur effectivement ce changement. Dans un sens, comme dans un autre d'ailleurs. C'est-à-dire que si le télétravail a été mis en place et que demain l'employeur veut arrêter le télétravail, peut se poser effectivement cette question de l'accord du salarié. Ok, parfait. Il y avait encore une question, mais on la garde pour la fin. Hop. Coralie, je pense que c'est à toi. C'est à moi, effectivement. Zoom sur l'inaptitude. On avait eu déjà, à l'occasion de précédents webinaires, l'occasion d'accentuer sur les avancées, les éclairages apportés par la Chambre sociale en 2022. La Chambre sociale poursuit, puisque par 3 arrêts, alors là j'en ai visé 2, mais je présenterai le 3e et au besoin, naturellement, je vous donnerai la référence. Il y a eu le 8 février 3 arrêts rendus en la matière qui nous apportent des indications précieuses en pratique et des pièges à éviter. Alors, en ce qui concerne le premier arrêt, cas de figure suivant, c'est l'impossibilité de prononcer un licenciement pour un autre motif. Alors, dans cet arrêt, le salarié était placé en arrêt de travail depuis un certain temps. Il se voit convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement. Et finalement, la veille de cet entretien préalable, il est reçu par le médecin du travail en visite de reprise, à l'issue duquel examen, il est déclaré inapte à son poste, étant précisé que le reclassement avait été totalement écarté ici par le médecin du travail. Donc, quid finalement, puisqu'on avait déjà entamé la procédure de licenciement pour un motif disciplinaire, est-ce qu'on pouvait la poursuivre ou pas? Eh bien, la Chambre sociale nous dit qu'il n'est pas possible, compte tenu du fait que les dispositions du Code du travail en matière d'inaptitude et de reclassement sont d'ordre public, l'employeur ne peut pas poursuivre la procédure de licenciement pour un autre motif et il doit nécessairement licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Donc, il faut être très vigilant sur ce genre de choses parce que ça ne laisse plus du tout de place au doute. Et dans ce cas de figure, même si effectivement il a été reçu par le médecin du travail la veille
du jour qui était fixé pour l'entretien préalable, la Cour de cassation est catégorique. Vous devez abandonner la procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Ça, c'était pour le premier arrêt. En ce qui concerne le second et le troisième que je vais englober, 2 arrêts qui posent la question de savoir si finalement la dispense de recherche de reclassement vaut pour l'entreprise concernée ou est-ce qu'elle vaut au contraire pour l'ensemble des entreprises du groupe. Alors, dans l'arrêt en question, le deuxième, donc, ici, l'avis d'inaptitude avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Le salarié avait néanmoins considéré que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et soutenait que cette mention expresse, certes, ne le dispensait pas de rechercher une solution de reclassement au sein des autres entreprises du groupe. Et bien finalement, la Cour de cassation déboute le salarié puisqu'elle se rattache à l'avis express du médecin du travail et il se déduit de la mention dans l'avis d'inaptitude que l'employeur était totalement dispensé de rechercher et donc de proposer aux salariés des postes de reclassement. Ça, c'était le deuxième arrêt. Et dans le troisième, il y a une nuance qu'il va falloir maintenant intégrer. C'est lorsque le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude, vise également cette mention expresse, donc l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Mais attention aux mentions qu'il est susceptible d'ajouter dans le fameux encadré, puisque dans le troisième arrêt dont je suis en train de parler, le médecin du travail avait indiqué que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement en ajoutant dans cette entreprise. Et là, pour le coup, la Chambre sociale a considéré que l'employeur, s'il n'avait pas à rechercher de solution au sein de son entreprise, était quand même tenu de procéder à une recherche de solutions de reclassement au sein des autres entreprises du groupe. Donc, j'en appelle à votre vigilance lorsque vous vous retrouvez dans ce cas de figure et lorsque, de toutes les manières, vous avez des doutes, il vaut mieux interroger le médecin du travail, toujours par écrit, pour vous munir des preuves. Donc, voilà, des arrêts importants, des précisions qui nous permettent de savoir en pratique comment réagir selon les cas de figure. Certes, quand on a l'avis d'inaptitude sur lequel il y a l'une des 2 mentions de cocher sans accompagnement d'une quelconque observation, effectivement, on n'a pas l'obligation de rechercher un reclassement. Mais par contre, quand il y a une mention comme celle-ci où le médecin du travail a estimé que c'était uniquement dans l'entreprise, à partir de maintenant, il faut estimer que dès lors que vous faites partie d'un groupe, vous devez étendre la recherche de reclassement, enfin tout au moins, vous devez la rechercher dans les autres entreprises du groupe. Voilà pour ces 3 arrêts. Et merci beaucoup, Coralie. On a une question concernant, il me semble, le premier arrêt. Et Ludivine nous demande s'il faut reprendre la procédure depuis le début. Oui, moi je distinguerai effectivement puisque les 2 procédures, elles ne sont pas initiées sur le bon motif et qu'il est nécessaire d'apporter certaines précisions dans les lettres que vous adressez et notamment pour la toute première, la lettre de convocation à entretien préalable. Ok, parfait. Et merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer. Ah, il y avait une question dans le chat, il me semble. Alors, c'était quelle application pour les abandons en travail temporaire si nombreux? Ah non, mais ça, c'était pour Ouais. On répondra à la fin? Oui, on répond à la fin. Allez, on passe à l'arrêt suivant. Alors, je reprends la parole pour cet arrêt qui concerne un point sur lequel on a pas mal d'interrogations parfois. Et donc, il nous a semblé nécessaire d'en reparler. Je le dis parce que les plus attentifs d'entre vous pourront voir qu'on a déjà parlé de cet arrêt. Donc, c'est un arrêt qui porte sur la question des accords collectifs organisant les périmètres des CSE d'établissement. Dans cette affaire, un syndicat était allé contester la manière dont l'entreprise avait organisé les CSE d'établissement et leur périmètre en venant dire
dans un accord collectif qui a été signé, donc c'est un syndicat non signataire qui a évidemment contesté, vous auriez dû prendre en compte certains critères pour déterminer le périmètre des CSE, et en particulier le critère de l'autonomie de gestion des établissements. Vous ne l'avez pas fait, donc il y a une irrégularité dans la conclusion et dans la validité de ces accords collectifs. La Cour de cassation va répondre par la négative, en se référant aux dispositions du Code du travail. Parce qu'effectivement, depuis la dernière réforme en date, le Code du travail prévoit qu'un accord peut organiser le périmètre des CSE d'établissement, donc va définir les établissements, et ce n'est qu'en l'absence d'accord que l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Donc, vous avez dû l'entendre en le lisant, quand je le lisais, ce n'est qu'en l'absence d'accord qu'il y a effectivement un critère que l'employeur, qui alors récupère le pouvoir de décider du nombre et du périmètre des établissements, eh bien, il doit tenir compte, là, pour le coup, d'un critère, qui est un critère légal assez ancien qu'on réutilise, qui est celui de l'autonomie de gestion des établissements. Mais donc, ce n'est qu'à défaut d'accord. Et sous le contrôle du juge, qui alors va utiliser lui aussi cette grille de lecture de l'autonomie de gestion. La Cour de cassation le réaffirme et confirme effectivement qu'il y a une liberté, puisqu'elle dit que effectivement les parties à l'accord déterminent librement les critères permettant de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Elle introduit juste une réserve, mais qui aboutit quand même au rejet de la contestation dans cet arrêt, mais qu'il faut noter. La Cour de cassation s'appuie sur l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc, c'est un texte qui a valeur constitutionnelle en France. Et elle s'appuie dessus en ce qui concerne le principe de représentation des salariés, en disant il y a une liberté lorsque par accord on fixe les établissements distincts. Vous n'avez donc pas à appliquer l'autonomie de gestion, qui est un critère qui ne s'appliquera qu'à défaut d'accord, sous la seule réserve de respecter, que tous les salariés soient représentés. Et dans cet arrêt, la Cour constate par exemple que le syndicat qui représentait une certaine frange des salariés était de toute façon même surreprésenté par rapport à leur part dans l'effectif total de l'entreprise, de telle sorte que ce principe était respecté. C'est donc une réserve quand même qui est introduite, mais c'est quand même relativement rare que la construction des périmètres par accord aboutisse à ce que des salariés ne soient pas représentés. Donc je la note pour aller jusqu'au bout de la présentation, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, ne sera pas en pratique extrêmement utilisé. À retenir donc, par contre, cette liberté quand on conclut un accord d'entreprise. Donc, à retenir, je pense, si vous avez une entreprise à construction complexe avec de nombreux établissements, il y a un intérêt réel à rentrer en négociation, à trouver un terrain d'entente et à fixer par accord collectif les périmètres des établissements. Parce que vous pouvez le faire indépendamment du critère légal qui ne va s'appliquer qu'à défaut d'accord. Et vous pouvez le faire donc de la manière la plus adaptée, dans le cadre de la négociation, donc évidemment, la plus adaptée possible à l'entreprise, avec cette liberté, comme dit la Cour de cassation, de définir les périmètres qui paraissent, pour l'entreprise, les plus pertinents. Donc je vous encourage dans ce type de situation à donner toute sa chance, je dirais, à la négociation pour aboutir à cet accord qui peut se déconnecter du critère légal que vous auriez à respecter à défaut d'accord et qui peut aboutir à des organisations de périmètres d'établissement, donc de CSE, inopportunes pour votre organisation. Voilà pour cet arrêt. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors non, on n'a pas de questions. Tu as dû être limpide. Coralie, du coup, c'est toi qui fais la dernière. Effectivement. Alors, arrêt du 16 février 2023. En un mot, dans cet arrêt, finalement, on considère qu'il résulte de la combinaison des dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code civil que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action en justice procédant du même fait dommageable. Alors, pour revenir un petit peu sur les faits dans cet arrêt, l'affaire concernait un salarié qui a travaillé successivement pour plusieurs employeurs. Il s'est tenu à disposition du premier pendant 7 ans, puis 12 ans pour le second. En 2012, c'est important pour qu'on puisse un petit peu comprendre les choses et faire nos calculs. En 2012, il s'est vu reconnaître atteint d'une maladie professionnelle et en avril 2013, il saisit la juridiction sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'égard du dernier employeur. Première action. Quelques mois plus tard, on bascule, on se place non plus en avril 2013, mais en octobre 2015, ça fait plus de 2 ans. Il a appelé en la cause, il a mis en cause devant cette même juridiction le premier employeur, cette fois, tout en sollicitant la mise hors de cause du second. Donc, finalement, la question qui s'était posée, c'est de savoir si le fait d'avoir appelé en la cause le deuxième employeur est recevable, puisque finalement, il avait diligenté son action en 2013 à l'égard du deuxième employeur. Alors, selon la Cour d'appel, ici, l'action n'était pas prescrite, quoiqu'intervenue plus de 2 ans après le point de départ de la prescription. La Cour d'appel avait estimé en effet que l'action de ce salarié en reconnaissance de faute inexcusable avait bien été introduite à l'encontre du deuxième employeur en temps utile, avant le délai de 2 ans, d'écoulement de 2 ans, et le fait d'avoir introduit cette première action entraîne de facto, selon la Cour d'appel, l'interruption de la prescription pour la deuxième action. C'est peut-être un peu compliqué, mais bon, à mesure on comprend en rentrant dans cet arrêt. Finalement, la défense les arguments développés par la société, donc qui s'est vue appelée en la cause, faisait valoir que la demande en justice pour avoir un effet interruptif sur la prescription doit être adressée à l'encontre de celui qu'on veut empêcher de prescrire et non par l'intermédiaire d'un tiers. Ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument, c'était de dire finalement, l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des actions qui procèdent du même fait dommageable. Or, ici, la société avait tenté de développer le fait que le salarié avait finalement fait 2 actions qui étaient introduites successivement, mais qui ne procédaient pas d'un seul fait dommageable, puisque ça concernait 2 périodes contractuelles d'exposition distinctes et à plusieurs années d'intervalle et dans des circonstances différentes. Donc, moi, j'aurais eu tendance à suivre effectivement la défense adoptée la position adoptée par l'employeur, mais finalement, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur et a confirmé effectivement l'analyse des magistrats d'appel en estimant que la première action qui avait été engagée dans le délai de prescription biennal avait bien eu un effet interruptif sur la deuxième action, quoique introduite plus de 2 ans après. Donc, les 2 actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédaient selon la chambre sociale du même fait dommageable et par voie de conséquence, la prescription était donc bien interrompue et la mise en cause du premier employeur était ici considérée comme recevable. Donc, ce n'est pas toujours évident en pratique puisqu'effectivement, ça ne concernait pas du tout la même période contractuelle. Pas, semble-t-il, à la lecture de l'arrêt, même si on peut reprocher à l'arrêt de ne pas être dans le détail, mais visiblement, ce n'était pas complètement les mêmes risques. Et surtout, ça concernait des circonstances totalement différentes selon la position adoptée par l'employeur. Donc, c'est un arrêt assez surprenant selon moi, mais l'avenir nous dira s'il sera confirmé pour d'autres espèces. Donc, à suivre. Eh bien, merci Coralie. Alors, a priori, il n'y a pas de questions. Du coup, si c'est OK, je vais rebasculer sur les questions du début. Alors, c'était une question concernant le premier arrêt. Donc, je retourne juste sur le premier. Hop, hop. Et donc, la question, c'était pour un salarié en forfait jour, comment est considéré le trajet aller-retour entre le domicile et le client en province, 1 à 2 fois par mois?
Oula, c'est très précis, D'accord. là. Alors, je ne ferai pas de consultation personnalisée ici, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'à la fois, il y a un raisonnement commun et à la fois quelque chose de totalement différent, puisque vous me parlez de forfait en jour. Le raisonnement commun, c'est qu'effectivement, l'arrêt dont je parlais, le fait qu'on va apprécier les temps de déplacement à l'aune de la définition générale du temps de travail effectif, cette logique-là, à mon avis, elle est globale, elle est générale. Cependant, pour les forfaits en jour, forcément, l'impact ne sera pas le même, puisque, comme leur nom l'indique, pour les forfaits en jour, on ne compte pas le temps de travail en heures. Donc, même si on considère ce temps de déplacement comme du temps de travail effectif, ça n'impactera pas le fait que ça restera une journée de travail qui sera décomptée, puisqu'on va compter en jours et pas en heures. Donc, l'impact ne sera pas forcément le même. Mais par principe, je pense qu'on peut considérer que la jurisprudence, la logique de la jurisprudence sur l'appréciation du temps de déplacement s'applique de la même manière. Donc effectivement, forfait jour ou pas forfait jour, un salarié qui va se déplacer et dont, c'est ça qui est important, on va considérer qu'on est dans des circonstances qui entraîneraient une requalification en temps de travail effectif, ça sera du temps de travail effectif. Par contre, on va décompter qu'une journée. De toute façon, si le salarié travaille pendant cette journée-là, ça ne sera qu'une journée, il n'y aura pas plus que ça, puisqu'on ne le décompte pas en heures. Voilà. Donc l'impact sera quand même différent. Mais la logique de base me semble être la même. Ok. Du coup, on passe à une autre question, et celle-ci, c'était concernant l'arrêt sur les contrats de travail, qui est ici, il me semble. Pas de modification du contrat de travail ou de changement de ses conditions de travail sans acceptation expresse du salarié protégé. Et la question est, est-ce qu'il y a un délai de prescription si la personne ne signe rien mais fait le travail pendant 1 an, par exemple? Il n'y a pas de délai de prescription dans la loi du tout, puisque on est plutôt dans un principe de jurisprudence qui est de dire on ne peut pas imposer à un salarié une modification de son contrat de travail même s'il continue à exécuter son contrat. Donc il n'y a pas de délai dans la loi. Après, en judiciaire, on peut être amené à évoquer néanmoins des délais de prescription. C'est-à-dire que si vous avez ce type de situation et que le salarié saisit le conseil de prud'homme au bout de 4 ans, en demandant des dommages et intérêts, il ne demande pas la rupture du contrat de travail, admettons, mais il demande des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il estime avoir subi, et bien de manière générale, il y a des prescriptions sur les indemnités, comme il y a des prescriptions sur les rappels de salaire. Donc indirectement, on pourrait probablement en judiciaire évoquer des prescriptions selon les dossiers, selon si le temps a passé. Pour autant, à proprement parler, on ne peut pas dire, par exemple, au bout d'1 an, ça fait 1 an et 1 jour que vous avez continué à exécuter votre contrat, donc vous ne pouvez plus rien dire. Non, ça non. Donc il n'y a pas ce type de prescription directe. Ok, ça marche. Et il y avait une autre question sur la modification du contrat de travail. Quid si même bassin d'emploi? Je ne comprends pas la question. Ça veut dire quoi? Sur un changement de lieu de travail, c'est ça? Oui, il me semble, oui. Alors, d'accord. Même si vous pouviez préciser sinon. Je pense que ça doit vouloir suggérer, mais si on peut préciser la question, c'est mieux. Ça doit vouloir suggérer la problématique d'un salarié pour lequel on change le lieu de travail, et donc qu'est-ce qu'il en est si c'est dans le même bassin d'emploi. Alors là aussi, c'est un peu difficile de répondre de manière générale. On va considérer pour un salarié lambda, c'est-à-dire non protégé, qu'il y a modification du contrat de travail ou simple changement des conditions de travail si, alors à défaut de clause de mobilité, il n'y a pas de clause de mobilité dans le contrat, si on est dans effectivement le même secteur géographique. Mais cette notion-là n'est pas définie légalement. La Cour de cassation nous en donne des exemples. Dans certains arrêts, on a des bassins d'emploi qui peuvent être pris comme exemple. Mais ce ne sont que des exemples. J'ai en tête certaines décisions de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par exemple, qui est notre cour d'appel locale à Marseille, où des changements de lieu pourtant très proches ont été considérés comme des modifications du contrat de travail. Donc c'est très difficile d'avoir une lecture absolue, c'est une analyse au cas par cas pour pouvoir argumenter. Ça dépend ce qu'il y a derrière la notion de bassin d'emploi, en fait. Mais si effectivement on est dans un
secteur géographique où il y a des déplacements relativement faciles, notamment en transport en commun, où effectivement il y a relativement peu de kilomètres, où il y a, je dirais, une zone de vie commune, parce que, par exemple, les personnes se déplacent facilement d'un lieu à un autre. On peut en tout cas argumenter effectivement que ça n'est pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail. Mais c'est vraiment une analyse au cas par cas, parce qu'on n'a pas de définition légale de cette notion. Donc on dépend de l'appréciation des juges, qui peut parfois être surprenante. Ok, merci. Il est 14h15, du coup, on prend juste une dernière question. Quelle application pour les abandons en travail temporaire ? Oui, alors, je me posais la question, Madame Goupy, de savoir si vous faites allusion précisément aux salariés intérimaires ou aux CDD. Bon, pour balayer... Ah, oui, ah. Salariés intérimaires. Bon, alors, premier élément de réponse. À ce stade-là, quand on reporte notre attention sur les dispositions légales, tout à l'heure, je l'ai indiqué dans le chat, l'article L1237-1-1, qui est entré en vigueur le 23 décembre, est inséré dans le titre 3 du Code du travail et qui concerne spécifiquement les ruptures entendues de CDI. Donc, j'aurais tendance naturellement à exclure l'abandon de poste valant démission pour le salarié intérimaire, mais il ne faut quand même pas perdre de vue que l'absence injustifiée pour le salarié intérimaire reste fautive et que par voie de conséquence, il est tout à fait possible d'imaginer et de mettre en place une procédure visant à le sanctionner, voire à l'exclure définitivement de l'entreprise. Donc, ce sera peut-être un peu plus long, mais la démarche reste réalisable, sans viser l'abandon de poste qui vaut démission. Okay. Voilà. Parfait. Mais peut-être que les choses évolueront, mais à ce stade-là, c'est vrai qu'on n'a pas de position très fixe pour me permettre de vous dire d'utiliser cette procédure d'abandon qui vaut démission. Voilà. Ok. Bon, il y a une dernière question, c'est vraiment la dernière, il est 14h17. En cas où le prud'homme donne raison aux salariés, est-ce que ce sont les salaires des 3 années qui seront versés ou de 4 ans des salaires date à laquelle le salarié avait écrit à l'employeur ? La question est dans l'onglet questions. Je vois ta tête, Fabrice. J'essaie là aussi de comprendre la question. Alors, en fait, la question qui est dans la question... Elle est très bien posée en soi. C'est nous peut-être. Hein, tout à fait. Mais quand je la lis pour la comprendre, c'est moi qui voilà. peut-être un peu je suis d'accord. En fait, la question, je pense, elle pose la problématique du point de départ de la prescription. Parce que la prescription, elle est de 3 années en matière de salaire. En matière de prescription, il y a une règle commune, je dirais, qui est qu'elle commence à compter de la connaissance des faits par le salarié, les faits sur lesquels il se base pour faire sa revendication. Donc, à partir de ce principe de base, on va décliner, on va apprécier les situations qui peuvent être diverses. Je sors un peu de la question, mais vous voyez, par exemple, pour les problématiques de requalification de CDD en CDI, on a une seule prescription, mais on a plusieurs points de départ possibles. Ça dépend sur quel grief le salarié se prévaut de la requalification. Si c'est par rapport à la rédaction du contrat et à l'absence de motif dans le contrat, la prescription commence à courir, par exemple, à compter de la signature du contrat. Si par contre, c'est sur un autre motif, la prescription peut commencer à courir à partir de la fin de l'exécution du contrat en CDD. Donc, dans votre question, la prescription, elle est de 3 ans, elle n'est pas de 4 ans. La vraie question, c'est de quand part cette prescription ? On peut soutenir qu'elle part de la paye à compter de laquelle il y a un problème qui entraîne la revendication du salarié. Voilà. Donc, c'est à compter du fait générateur que la prescription part. Ok. Mais elle est de 3 ans. Elle est de 3 ans. Ça marche. Merci pour l'information. Et on arrive au bout de ce webinaire. Je voulais vous remercier à tous d'avoir participé. Merci à Fabrice et Coralie de participer avec nous à ce webinaire. On vous donne rendez-vous le 14 avril prochain. Et voilà, et demain, vous recevrez la newsletter Actu Social comme d'habitude. On vous souhaite une bonne fin de journée.
Et on peut Bonne peut-être fin de journée. annoncer que dans le focus, cette semaine, on traitera de la réforme sur la retraite. Ah Pour oui, décrypter un peu tout ça. Oui, il semble qu'il y a une réforme en cours Oui, je crois aussi, oui. sur le sujet, effectivement. Bonne journée à tous et à très vite, au mois bonne prochain. journée. Au Au revoir. revoir.